Bonsoir à tous. Bienvenue pour la partie 2 de La vie pendant les 30 glorieuses. Avant de replonger dans la France d'après-guerre, permettez-moi de vous rappeler de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre un j'aime et me dire en commentaire depuis quel endroit vous écoutez ces histoires. Cela aide vraiment la chaîne à grandir, grâce à vous. Maintenant, reprenons où nous nous étions arrêtés. Lorsque vous ouvrez les yeux sur la France des 30 glorieuses, vous découvrez un pays qui change de visage, année après année, comme une grande fresque en mouvement. Les villes s'étirent, s'illuminent, s'élargissent. Les campagnes, elles, se réinventent, se vident parfois, se modernisent souvent. Dans cet espace en mutation permanente, vous marchez lentement, observant les nouvelles silhouettes qui se dressent à l'horizon. Lorsque vous poussez doucement la porte d'une église des 30 glorieuses, une odeur de pierre froide et d'encens vous enveloppe immédiatement. La lumière pénètre par les vitraux en faisceaux colorés, dessinant sur les dalles des taches mouvantes qui dansent au rythme du soleil. Dans ce silence profond, seulement troublé par un écho de pas ou le léger craquement d'un banc en bois, vous sentez combien la religion demeure un pilier de la vie française, même si sa place se transforme lentement, presque imperceptiblement. Dans ces années d'expansion économique et de modernisation rapide, la spiritualité garde une place discrète, mais tangible. Vous observez les fidèles qui entrent ici en fin de journée, souvent après le travail. Ils s'asseyent un instant sur un banc, déposent leur fatigue, allument parfois une bougie qui projette une lueur tremblante sur les pierres anciennes. Les prières, murmurées à voix basse, ressemblent à des soupirs, à des pensées que l'on confie à la pénombre sacrée. La foi n'est plus aussi rigoureusement pratiquée qu'auparavant, mais elle reste profondément ancrée dans les gestes du quotidien. Les dimanches matins, les cloches résonnent encore au-dessus des villages et des villes. Leur son clair traverse les toits, se glisse dans les rues, frappe doucement aux fenêtres. Vous voyez les familles prendre la route de l'église, les enfants en manteau bien boutonné, les mères portant un foulard léger, les pères ajustant leurs vestes. L'odeur du linge propre, du savon de Marseille, se mêle à celle du vent encore frais. On marche tranquillement, parfois en silence, parfois en échangeant quelques mots sur la semaine écoulée. Le parvis se remplit peu à peu. Les conversations s'entrecroisent, les salutations se répondent. C'est un moment de vie sociale autant que spirituelle. Les anciens se rappellent des souvenirs, les jeunes échangent de rapides sourires, les enfants jouent à sauter par-dessus les marches. Mais lorsque les portes s'ouvrent, un calme sourd envahit le groupe, et chacun avance lentement vers l'intérieur. La messe, dans les 30 glorieuses, est un rituel familier. Vous entendez le froissement des missels, le bois des bancs qui gémit lorsque les fidèles s'agenouillent, les voix qui entonnent des chants simples, portés par un orgue parfois fatigué, mais toujours majestueux. L'odeur de cire chaude flotte dans l'air, mêlée à celle du parfum discret des femmes assises au premier rang. Le prêtre parle d'un ton posé, évoquant la charité, le travail, la famille, le pardon. Les mots s'élèvent, se fondent dans la nef, puis retombent doucement sur l'assemblée. Dans certains foyers, la religion continue de rythmer les repas, les fêtes, les saisons. Les crucifix accrochés au mur rappellent la présence discrète mais constante de la tradition chrétienne. On dit une courte prière avant de manger, on allume une bougie pour un proche malade, on garde précieusement une médaille religieuse dans un tiroir en bois. Vous voyez des images pieuses glissées entre deux pages d'un livre, des chapelets rangés dans de petites boîtes en métal, des rameaux bénis soigneusement conservés derrière un cadre. Les fêtes religieuses occupent une place importante dans l'année. À Noël, les maisons sentent la cire et le sapin. Vous entendez le crépitement du feu dans la cheminée, les chants familiers qui s'échappent de la radio. Les voix des enfants excités par la promesse de cadeaux simples mais précieux. L'odeur du pain d'épices, des mandarines que l'on épluche, des plats mijotés pendant des heures composent un parfum doux, presque sacré. À Pâques, les cloches reviennent de Rome, et les enfants courent dans les jardins pour chercher des œufs sans chocolat, cachés sous les buissons encore humides de rosée. Mais la spiritualité des 30 glorieuses ne se limite pas à la religion traditionnelle. Vous sentez émerger une réflexion nouvelle, encore fragile, sur le sens de la vie dans un monde qui change trop vite. Certains se tournent vers la philosophie,
lisent que des ouvrages qui remettent en question les certitudes anciennes. D'autres cherchent dans la nature une forme de paix intérieure. Promenade au bord de la mer, randonnée en montagne, moments de silence au milieu des champs. Le progrès matériel, l'amélioration du niveau de vie ouvrent la porte à des questionnements plus intimes. Dans les villes, vous observez de petites librairies où l'on vend des ouvrages spirituels modernes, des essais qui interrogent la Palest, la place de l'homme dans la société. Vous sentez l'odeur du papier neuf, des livres fraîchement imprimés, et vous entendez le murmure des lecteurs qui tournent les pages avec une attention presque religieuse. La France commence à se chercher autrement, par la lecture, la méditation, les discussions entre amis. La vie spirituelle se lit aussi dans des gestes plus discrets. Une mère qui embrasse son enfant en lui souhaitant bonne nuit, un père qui glisse une phrase de sagesse héritée de ses propres parents, des voisins qui s'entraident d'un geste humble, sans rien attendre en retour. La solidarité, la bienveillance, la transmission deviennent des valeurs aussi importantes que la foi elle-même. Dans ces années d'essor économique, l'esprit humain continue de chercher sa place, son équilibre, son refuge. Et puis, il existe ces moments silencieux, presque invisibles, où la spiritualité s'exprime simplement par la contemplation. Vous êtes peut-être assis sur un banc, au bord d'un chemin, regardant la lumière du soir glisser sur les façades des maisons. Vous sentez l'air tiède sur votre visage. Vous entendez le chant lointain d'un oiseau. Vous percevez le calme profond de la nature qui entoure un village endormi. Dans cette douceur, quelque chose d'intangible se révèle. Une forme de paix intérieure que les mots ne capturent pas entièrement. Ainsi va la spiritualité dans les 30 glorieuses. Moins visible, moins imposée qu'autrefois, mais toujours présente, diffuse, discrète, tissée dans les gestes quotidiens, dans les fêtes, dans les silences. Un monde où la foi cohabite avec la modernité, où les traditions demeurent mais s'allègent, où l'homme cherche tranquillement un sens à ce nouveau confort qui s'installe. À mesure que vous poursuivez votre voyage au cœur des 30 glorieuses, vous découvrez que la spiritualité, malgré son apparente discrétion, irrigue encore largement la vie française. Ce monde qui s'industrialise, qui s'équipe, qui s'accélère, cherche aussi, lentement, de nouveaux repères pour comprendre son propre mouvement. Vous avancez dans cette époque où l'ancien et le moderne coexistent, s'observent, se mêlent parfois avec une douceur surprenante. Dans certains foyers, la religion structure encore fortement la semaine. Le dimanche, après la messe, les familles s'installent autour d'une grande table où se retrouvent plusieurs générations. Le repas prend alors des allures de rituel quasi sacré. Le parfum du poulet rôti, des pommes de terre dorées, du vin rouge versé avec précaution remplit la pièce d'une chaleur familiale. Les conversations s'entrelacent. On parle des récoltes, des travaux, des nouvelles de la ville, des enfants qui grandissent trop vite. Dans ces repas, vous sentez le souffle d'une tradition qui unit, qui rassure, qui rappelle que l'essentiel réside toujours dans le lien. À l'occasion des grandes fêtes religieuses, les maisons se parent de gestes transmis depuis des siècles. Vous voyez des rameaux bénis glisser derrière des crucifix, des crèches soigneusement installées à Noël, des bougies posées aux fenêtres pour célébrer les veillées. L'hiver, la lumière vacillante de ces bougies semble lutter contre l'obscurité, apportant une douceur particulière à la maison. L'odeur de la cire chaude se mêle à celle des aiguilles de pain, du feu de cheminée, des plats mijotés. À ces instants, la spiritualité n'est plus une doctrine, mais une présence diffuse qui rapproche les êtres. En ville, la pratique religieuse commence à diminuer, mais les églises demeurent comme des refuges pour ceux qui ressentaient le besoin de silence dans un monde de bruit croissant. Vous poussez la porte d'une cathédrale en fin d'après-midi. L'intérieur est presque vide. La lumière douce filtre à travers les vitraux. Le sol froid sous vos pieds renforce la sensation de tranquillité. Un homme agenouillé, pris dans un coin, absorbé par son murmure intérieur. Une femme allume une bougie devant une statue, ses gestes lents révélant une gratitude muette ou une inquiétude qu'elle dépose là. Dans ce calme, vous comprenez combien ces lieux continuent d'apporter un apaisement que rien d'autre ne peut offrir. Mais la spiritualité des 30 glorieuses ne se limite pas aux églises. Elle se glisse dans d'autres aspects de la vie, parfois inattendus. Dans les écoles, par exemple,
Les instituteurs transmettent encore certaines valeurs héritées de la tradition chrétienne. Respect, solidarité, honnêteté. Les fêtes calendaires rythment les saisons scolaires, Noël, Pâques, la Toussaint. Les enfants dessinent des étoiles, chantent des chansons anciennes, apprennent des poèmes qui parlent du temps, de la nature, du cycle des choses. Dans les villages, des rituels anciens persistent. Vous voyez encore des processions se dérouler dans les rues étroites, au son lent des chants liturgiques. Les habitants suivent le cortège, portant des lanternes, distribuant des fleurs, récitant des prières apprises par cœur. Ces traditions, même lorsqu'elles sont moins comprises ou moins suivies, deviennent des gestes de mémoire, des ponts entre les générations. En parallèle, de nouveaux courants de pensée apparaissent. Certains lisent de la philosophie contemporaine, s'interrogent sur la place de l'homme dans un monde qui se mécanise. Les cafés littéraires bruissent de discussions passionnées autour de la liberté, du progrès, de la condition humaine. Vous sentez l'odeur du tabac chaud, du café noir qui refroidit dans une tasse, et vous entendez des voix qui débattent avec intensité de l'avenir, de l'âme, du sens. Pour ces hommes et ces femmes, la spiritualité se réinvente à travers les idées. La radio aussi joue un rôle nouveau dans cette recherche de sens. Vous entendez parfois des émissions consacrées à la culture, à la poésie, à la musique classique. La voix du présentateur, lente et posée, transporte les auditeurs vers des réflexions plus hautes. Le soir, dans un salon faiblement éclairé, écouter un récital de violoncelle ou une lecture de texte devient une forme de méditation moderne, une fenêtre ouverte sur une élévation intérieure. Le progrès matériel lui-même interroge les consciences. Vous voyez des familles s'équiper, s'améliorer, découvrir un confort qu'elles n'auraient jamais imaginé. Mais ce bien-être nouveau pose des questions. Que faire de ce temps libre ? Comment donner du sens à une vie moins tournée vers la survie immédiate ? Comment transmettre des valeurs dans un monde en pleine mutation ? Ces interrogations, parfois silencieuses, nourrissent une nouvelle forme de spiritualité fondée sur l'équilibre, la recherche d'harmonie entre tradition et nouveauté. Puis, il y a la nature, refuge immémorial de ceux qui cherchent la paix. Vous marchez dans une forêt au petit matin. L'odeur de mousse humide, de feuilles tombées, de terre fraîche vous enveloppe. La lumière traverse les branches enfilées d'or. Le seul bruit provient du chant des oiseaux et du vent léger qui glisse entre les arbres. Dans ce silence vivant, vous sentez votre esprit se poser, votre respiration se calmer. Beaucoup, dans les 30 glorieuses, trouvent dans ces moments une forme de spiritualité instinctive, un retour à l'essentiel, à la simplicité, à une vérité silencieuse. Face à cette mutation du rapport au sacré, la société elle-même évolue. Les jeunes questionnent davantage, bousculent encore les certitudes de leurs parents, s'ouvrent aux idées venues d'ailleurs. Certains découvrent les philosophies orientales, s'intéressent au yoga, à la méditation. D'autres explorent des mouvements sociaux et culturels qui portent en eux une quête de sens, de justice, de transformation intérieure. Et pourtant, dans ce foisonnement de pensées, de traditions et de remises en question, une chose demeure constante, la quête humaine de paix, de compréhension, d'appartenance, que l'on prie dans une église silencieuse, que l'on médite face à la mer, que l'on discute dans un café animé, que l'on se recueille en préparant un repas familial. La spiritualité se révèle comme un fil invisible qui relie les individus à quelque chose de plus vaste qu'eux-mêmes. Dans cette France des 30 glorieuses, la spiritualité n'est plus un fleuve unique. Elle devient un réseau de ruisseaux tranquilles qui serpentent entre les vies, les générations, les lieux. Elle s'adapte, se transforme, mais ne disparaît jamais. Elle accompagne chaque transition, chaque progrès, chaque question. Elle adoucit le tumulte d'un monde en expansion. Et vous, en traversant cette époque en pleine effervescence, vous comprenez que le sacré n'a peut-être jamais été aussi présent que lorsqu'il est discret, inscrit dans les gestes ordinaires, les fêtes partagées, les silences du soir. Il apaise, il guide, il murmure à ceux qui savent encore écouter. Le jour décline lentement sur votre quartier, et vous remarquez combien la lumière change la perception du monde. Dans la France des 30 glorieuses, une époque que l'on imagine volontiers paisible, moderne, portée par l'optimisme, subsistera pourtant des zones d'ombre, des inquiétudes discrètes,
des frayeurs quotidiennes que l'on tait souvent, mais que chacun ressent. Vous avancez dans ces rues à la tombée du soir, là où les bruits s'assourdissent, où les silhouettes deviennent floues et où l'insécurité se glisse parfois dans les interstices du confort nouveau. Les lampadaires, encore espacés dans beaucoup de quartiers populaires, diffusent d'une lumière jaune qui projette au sol des ombres allongées. Vous sentez l'humidité de l'air se mêler à l'odeur du ciment frais des immeubles récents. Un groupe de jeunes discute en bas des tours. Leur voix résonne un peu trop fort, non par menace, mais par simple exubérance. Pourtant, pour certains habitants, ce simple éclat sonore suffit à réveiller une inquiétude diffuse. Les villes grandissent vite, parfois trop vite, et les comportements changent avec elles. Vous entendez au loin le grondement d'une télévision allumée derrière une fenêtre ouverte, puis le claquement d'une porte d'escalier mal isolée. Ces bruits ordinaires deviennent, dans la pénombre, les accompagnateurs familiers de ceux qui rentrent tard du travail. Vous croisez des silhouettes pressées, des travailleurs portant encore leur bleu de travail, des femmes serrant un sac contre elles, des enfants courant pour rentrer avant la nuit. Le quotidien des 30 Glorieuses n'est pas exempt de petites peurs, ancrées dans la mémoire récente des temps difficiles. Pénuries, conflits, incertitudes économiques. Dans les grands ensembles naissants, l'ascenseur, lorsqu'il existe, inspire aussi une forme d'appréhension. Son ronronnement hésitant, le cliquetis de la porte métallique, l'imprévisible secousse lorsqu'il s'arrête à l'étage, tout cela peut déclencher une légère tension. Certaines familles préfèrent monter les escaliers, malgré les étages nombreux, par habitude, par prudence, ou simplement parce que la promiscuité d'un espace clos avec des inconnus leur rappelle une époque où la sécurité n'était jamais acquise. Dans les quartiers plus anciens, les ruelles étroites restent parfois mal éclairées. Vous y sentez une odeur de pierre humide, de poussière accumulée, de lessive fraîche accrochée aux fils tendus entre les immeubles. Ces ruelles accueillent encore les disputes de voisinage, les conversations clandestines, les secrets murmurés entre les murs. Certaines nuits, un cri éclate brusquement. Un couple qui se dispute, un ivrogne qui titube, un chat qui se bat. Les habitants, parfois, retiennent leur souffle un instant, puis la vie reprend son cours. La police, dans ces années, est présente mais moins omniprésente qu'elle ne le sera plus tard. Vous voyez passer 2 agents en képi, marchant d'un pas mesuré, l'air sérieux. Leur présence rassure certains, en intimide d'autres. Ils connaissent peu souvent les habitants de leur secteur, saluent les commerçants, observent en silence les adolescents qui traînent près d'un mur. Ils incarnent une forme d'autorité simple, familière, parfois paternaliste. Vous entendez le bruit sec de leurs bottes sur les trottoirs, un son régulier qui évoque autant la discipline que la protection. Les commissariats, eux, sont des lieux très marqués par l'époque. Murs épais, bureaux en bois sombre, téléphones lourds qui sonnent avec insistance. Les policiers y reçoivent dans des plaintes pour des affaires souvent mineures. Un vol de vélo, une vitre cassée, un voisin trop bruyant. Les délits existent, bien sûr, mais demeurent par souvent liés à la pauvreté persistante dans certains quartiers, aux difficultés familiales, à l'alcool, qui tient encore une place importante dans les soirées ouvrières. Dans les tribunaux, la justice suit un rythme solennel. Vous entrez dans une salle où l'odeur du bois verni et du papier se mêle à celle plus subtile de l'encre. Les magistrats portent leurs robes sombres avec un sérieux qui semble presque immuable. Les prévenus attendent, souvent tête baissée, parfois désemparés. Les affaires traitées sont le reflet d'un pays qui se modernise. Accidents du travail, litiges liés aux nouveaux équipements domestiques, conflits de voisinage dans les grands ensembles, vols occasionnels dans les supermarchés naissants. Mais au-delà du droit, ce sont les peurs quotidiennes qui parlent le plus. Vous remarquez les femmes qui, en soirée, marchent plus vite, resserrant leur manteau. Les enfants à qui l'on répète de ne pas traîner dehors après la tombée du jour. Les familles qui verrouillent pour la première fois leurs portes avec des serrures plus solides. Les journaux, parfois, relatent des faits divers. Un cambriolage, une agression isolée, un incident survenu dans un quartier mal éclairé. Ces nouvelles frappent fort, car elles contrastent avec le récit d'un pays en pleine prospérité. Les campagnes, elles aussi, connaissent leur peur. Vous marchez dans un village à la tombée du soir, et le silence y est presque total. Les ombres s'étirent sur les murs de pierre,
Les chemins se vident, les lampes à huile éclairent encore certains intérieurs. Les habitants craignent les accidents isolés, les incendies dans les granges, les animaux malades, les intrusions rares mais possibles. La solitude de la campagne rend chaque bruit nocturne plus inquiétant. Un craquement de bois, le souffle du vent, un chien qui aboie soudain. Dans certaines régions rurales, la peur des superstitions anciennes subsiste. On raconte encore des histoires de mauvais présages, de signes dans la nature, de fantômes qui hantent un vieux moulin abandonné. Ce ne sont pas des croyances intenses, mais des murmures transmis d'une génération à l'autre, qui ajoutent une nuance particulière aux nuits rurales des Trente Glorieuses. Et puis, il y a la peur plus profonde, moins visible, mais bien réelle, celle de la chute. Dans une époque d'ascension sociale, où la France semble grimper chaque année vers plus de confort, de stabilité, de consommation, beaucoup craignent de perdre ce qu'ils viennent à peine de gagner. On surveille les dépenses, on met un peu d'argent de côté, on s'inquiète pour l'avenir des enfants. L'insécurité n'est pas seulement physique, elle est morale, économique, sociale. Dans ces inquiétudes discrètes, vous percevez la fragilité humaine, à peine voilée par l'optimisme ambiant. Même lorsque les rues s'illuminent, lorsque les foyers se modernisent, lorsque les emplois se multiplient, chacun sait, au fond de lui, que la sérénité totale n'existe pas. Et cette conscience délicate colore le quotidien de la France des Trente Glorieuses, d'une nuance qui en révèle toute la profondeur. Lorsque la nuit enveloppe peu à peu les villes et les campagnes, vous sentez combien l'obscurité, même dans une époque tournée vers le progrès et la modernité, réveille des appréhensions anciennes. Les Trente Glorieuses ne sont pas exemptes de tensions, et, derrière les vitrines éclairées et les rues en expansion, se nichent encore des inquiétudes que les familles portent en silence. En continuant à marcher dans ces années-là, vous percevez des nuances subtiles, des peurs intimes, sociales, parfois collectives, qui racontent une autre facette de cette époque brillante. Dans les villes, les quartiers en pleine construction manquent souvent d'âme et de présence. Le jour, les grandes barres d'immeubles semblent symboliser la réussite de la reconstruction. Mais la nuit, leurs silhouettes austères imposent une verticalité presque froide. Vous longez l'un de ces bâtiments et entendez le sifflement d'un vent qui glisse à travers les espaces encore vides, entre les murs de béton à peine secs. Les ascenseurs s'immobilisent parfois entre deux étages, laissant les habitants dans le noir quelques instants, juste assez pour que la peur s'insinue dans leur souffle. Les halls d'entrée sentent souvent un mélange de peinture récente, de poussière et de métal. L'éclairage y est parfois capricieux. Une ampoule faiblit, un couloir reste légèrement dans l'ombre. Des enfants jouent encore, poursuivant leur rire jusque tard, mais dès que leurs pas quittent les escaliers, un silence presque pesant retombe. Les habitants parlent parfois, à voix basse, de vols de poussettes, de vélos disparaissant dans la cave, de bruits étranges entendus dans l'escalier. Rien de grave le plus souvent. Juste ces petits incidents qui nourrissent les conversations entre voisins. Dans les vieux quartiers, l'insécurité prend une autre forme. Les ruelles, trop étroites, restent mal éclairées. Vous y entendez les pas pressés d'un homme qui rentre du travail, ceux plus hésitants d'une femme qui s'arrête avant chaque virage, attentive au moindre bruit. Les pavés humides glissent sous les semelles, et l'écho d'une voix ou le claquement d'une porte résonne longtemps dans la nuit. Vous croisez des chats errants, silhouettes rapides qui disparaissent dans l'ombre, ajoutant au décor un parfum d'inquiétude discrète. Dans certains cafés, les soirées s'étirent en discussions animées. L'odeur du tabac froid, des verres de vin, de la bière renversée se mêle à la fumée épaisse qui stagne sous les lampes jaunâtres. Vous entendez les voix se hausser parfois, sans agressivité, mais avec cette tension qui peut annoncer une dispute. L'alcool occupe encore une place importante dans la vie des travailleurs. Il apaise la fatigue, mais il réveille parfois des colères. À l'extérieur, vous croisez un homme légèrement titubant qui murmure des mots incompréhensibles en longeant les murs. Vous sentez, malgré la sympathie ambiante, une pointe de prudence circuler entre les passants. Les journaux relatent parfois des faits divers qui marquent les esprits. Un cambriolage audacieux dans une maison de lotissement, une agression nocturne dans un quartier mal desservi, un incendie accidentel dans un immeuble ancien. Ces nouvelles parcourent les cafés, les ateliers, les usines.
Les ouvriers commentent les événements à la pause. Les familles verrouillent plus soigneusement leurs portes. Les commerçants investissent dans des verrous plus solides. L'insécurité demeure modeste à l'échelle du pays, mais le souvenir encore proche de la guerre donne à chaque incident un écho plus fort qu'il ne le ferait aujourd'hui. Dans les campagnes, la peur prend d'autres nuances, souvent liées à l'isolement. Vous marchez le long d'un chemin bordé de haies sombres. La nuit tombe plus vite ici, et le silence profond surprend toujours ceux qui viennent de la ville. Une chouette ulule au loin, un renard traverse la route d'un pas furtif. Les arbres craquent sous l'effet du vent. Pour les habitants, ces bruits sont familiers, mais aussi porteurs d'une inquiétude diffuse. Celle de l'accident, de la maladie, du visiteur inattendu au milieu de la nuit. Les fermes, isolées les unes des autres, s'organisent autour de lumières douces. Une lampe à pétrole qui brille dans une étable. Une ampoule nue suspendue au plafond d'une cuisine. Le moindre souffle de vent semble frapper la porte. Le moindre craquement semble venir d'un pas étranger. Les familles se rassemblent en fin de journée, verrouillant les portes, tirent les volets et s'assoient près du feu pour écouter la radio qui murmure les nouvelles du monde. Cette habitude ancestrale d'écouter la nuit comme un être vivant perdure malgré les progrès techniques. La justice, dans ces années, reflète aussi les tensions silencieuses de la société. Vous entrez dans un tribunal un matin gris. Le bâtiment, austère mais solennel, porte l'odeur du bois verni, du papier et du brouillard qui collent encore au manteau des visiteurs. Les juges, impassibles, écoutent les affaires du jour. Disputes de voisinage, conduite dangereuse, escroquerie modeste, vol dans les magasins. Les nouveaux espaces urbains, les supermarchés, les chantiers en expansion créent des situations inédites que la justice apprend à gérer. Vous entendez les récits des parties, souvent simples, parfois tragiques, toujours teintés d'une humanité profonde. Le prévenu explique qu'il a volé de la nourriture pour nourrir ses enfants. Un autre avoue avoir mis le feu accidentellement à un hangar parce qu'il a mal éteint une cigarette. Les histoires défilent, révélant une société qui se modernise, mais dont les fragilités demeurent. La police, elle aussi, évolue. Les rondes se multiplient dans les quartiers nouveaux. Les brigades motorisées patrouillent sur les grands boulevards. Les uniformes deviennent plus visibles, les méthodes plus organisées. Les policiers connaissent encore la plupart des habitants par leurs prénoms dans les villages, mais ce lien s'efface progressivement dans les villes qui grandissent à une vitesse inédite. Vous sentez parfois une distance nouvelle entre l'autorité et les citoyens, une conséquence naturelle de la croissance urbaine. Dans les foyers, les conversations du soir tournent parfois autour de ces peurs discrètes. On conseille aux enfants de rentrer plus tôt. On demande aux adolescents de ne pas traîner dans les halls. On se méfie des inconnus trop insistants. Mais en même temps, vous percevez cette force silencieuse qui traverse toute l'époque. Une confiance profonde dans l'avenir, malgré les inquiétudes. Les familles, même lorsqu'elles ressentent la peur, gardent l'espoir comme un phare qui éclaire les jours à venir. Et vous, en observant ces peurs diffuses, comprenez qu'elles ne diminuent en rien la lumière des 30 glorieuses. Elles en révèlent seulement la face humaine, fragile, tendre. Elles rappellent que chaque époque porte son lot d'ombre, que la modernité n'efface jamais totalement les inquiétudes anciennes, et que la sécurité, comme le bonheur, est un équilibre toujours à reconstruire. Lorsque vous marchez dans une rue animée des 30 glorieuses, vous sentez dans l'air une forme d'effervescence douce, presque joyeuse. Les visages sont plus détendus qu'autrefois, les silhouettes plus confiantes, comme si la prospérité naissante donnait à chacun l'envie d'ouvrir davantage son cœur et ses rêves. L'amour, dans cette époque de reconstruction et d'espoir, prend une place nouvelle, plus libre, plus lumineuse, même s'il reste encore guidé par de fortes traditions familiales. Vous traversez une place où les couples se croisent, souvent avec une pudeur délicate. Les jeunes femmes portent des robes légères, aux couleurs pastel, dont les tissus ondulent doucement sous la brise. Les hommes, vêtus de pantalons repassés et de chemises claires, regardent parfois de biais, esquissant un sourire timide. La France se modernise, mais la séduction demeure un rituel doucement codifié. Un regard prolongé, une phrase polie, une sortie au café, un cinéma partagé. Dans un café parisien ou provincial, lorsque vous vous asseyez à une terrasse,
Vous observez ces premiers rendez-vous qui racontent beaucoup de l'époque. Les serveurs posent des verres d'eau, des cafés noirs, des limonades pétillantes sur les tables en métal. Les couples parlent bas, leur voix se mêlant au bruit du tramway, aux rires d'enfants, aux conversations des tables voisines. L'amour commence ici, dans la simplicité d'un échange, dans une complicité naissante, dans un mélange d'espoir et de retenue. Pour beaucoup, le mariage reste l'objectif naturel de ces rencontres. Les familles, encore très présentes, observent avec attention les fréquentations de leurs enfants. Dans certains foyers, on discute autour de la table. Et ce garçon que tu vois, il travaille, il est sérieux, ses parents sont de bonne famille. L'amour se vit entre deux personnes, mais il se construit souvent à 4 ou 6 voix, porté par les conseils, les attentes, parfois les exigences des proches. Lorsque vous entrez dans un salon où se déroule une veillée familiale, vous voyez les générations alignées comme des maillons d'une chaîne. Les grands-parents, installés dans un fauteuil, observent les jeunes avec attendrissement. Les parents murmurent entre eux, les enfants chuchotent dans un coin. Le feu crépite dans le poêle, diffusant une chaleur intime. Les histoires d'amour évoquées ici ne sont jamais anodines. Elles s'inscrivent dans la lignée, dans la continuité, dans un futur que l'on imagine déjà. Les fiançailles sont un moment important. Vous voyez une jeune femme rougir lorsqu'elle montre à ses proches une bague simple, souvent en or, parfois ornée d'un modeste éclat. Les familles se réunissent autour d'un repas chaleureux. L'odeur du rôti, de la tarte maison, du vin servi avec précaution crée une atmosphère enveloppante. Les regards se croisent, les sourires se répondent, les discours sont sobres, mais chargés d'émotion. On souhaite bonheur, prospérité, harmonie. Le mariage, quant à lui, prend des allures de véritable fête. Vous assistez à une cérémonie dans une église décorée de fleurs fraîches, dont le parfum léger flotte dans l'air. Les grands-mères épinglent des boutons de rose sur les vestes. Les enfants tiennent les paniers de pétales. Les orgues s'élèvent en notes longues et chaleureuses. La mariée, vêtue de blanc, avance lentement sur l'allée centrale, son voile délicatement posé sur ses épaules. Le marié, ému, l'attend près de l'autel. Vous entendez le murmure de l'assemblée, le froissement des tissus, le cliquetis discret d'un appareil photo argentique qui capture ces moments rares. Après la cérémonie, la fête continue souvent jusqu'à tard dans la nuit. Vous sentez les odeurs de plats abondants. Charcuterie, viande rôtie, gâteaux généreux. Les verres trinquent, les rires s'élèvent. La musique entraîne les invités dans une danse qui mêle jeunes et anciens. Les couples tournent lentement, serrés l'un contre l'autre sous les guirlandes lumineuses accrochées au mur de la salle des fêtes. L'ambiance est simple, sincère, joyeuse. Elle incarne tout l'esprit des 30 glorieuses. Un espoir collectif, une envie de célébrer la vie. Mais au-delà des rituels, l'amour se vit aussi dans le quotidien. Vous entrez dans un pavillon neuf, à la périphérie d'une ville. La lumière douce traverse les rideaux neufs achetés quelques semaines plus tôt. Dans la cuisine, un couple prépare le repas. Vous entendez le cliquetis des assiettes, le bruit doux de l'eau qui coule, les paroles échangées avec tendresse. Le mari raconte sa journée à l'usine, la femme décrit sa sortie au marché, les rencontres, les projets. L'amour se construit dans ces gestes simples, dans ces regards partagés, dans cette manière de traverser ensemble les jours ordinaires. Pour beaucoup de familles, la répartition des rôles reste encore traditionnelle. Les femmes s'occupent du foyer, des enfants, des repas. Les hommes travaillent à l'extérieur et rapportent le salaire principal. Mais dans le murmure de certains foyers, un changement s'annonce doucement. Des femmes commencent à travailler hors de la maison, à chercher une indépendance nouvelle, à poursuivre des études. Vous sentez dans leurs yeux une détermination calme, une envie de s'affirmer sans renier les traditions, mais sans s'y enfermer. La radio et, de plus en plus, la télévision jouent un rôle important dans cette évolution. Les chansons d'amour diffusées à la radio accompagnent les soirées des couples. Les films romantiques projetés au cinéma ou à la télévision éveillent de nouvelles attentes, de nouveaux rêves. Vous entendez les voix graves des acteurs, les musiques passionnées, les dialogues émouvants. L'amour, peu à peu, se détache d'une vision purement familiale pour entrer dans un univers plus personnel, plus intime.
Dans les rues, vous voyez des couples marcher main dans la main, sans se cacher. C'est un geste simple, mais qui prend une signification particulière dans une société longtemps marquée par la pudeur. Les jeunes s'affranchissent progressivement des regards trop stricts. Ils s'autorisent dans des élans, des sourires, des gestes qui témoignent d'un attachement plus libre. Dans ce monde en mutation, l'intimité évolue elle aussi, doucement. Les couples apprennent à exprimer leurs émotions, à se confier, à partager leurs inquiétudes, leurs désirs, leurs rêves. Vous sentez, derrière les portes closes, une tendresse nouvelle, une complicité plus grande. La modernité, en apportant confort et stabilité, ouvre des espaces où l'amour peut s'épanouir autrement. Et lorsque vous regardez un couple assis sur un banc, les mains entrelacées, vous comprenez que l'amour dans les 30 glorieuses n'est pas qu'un sentiment privé. Il est le reflet d'une époque qui, après avoir tant souffert, réapprend à vivre, à espérer, à rêver ensemble. Au fil des années, l'amour dans les 30 glorieuses continue de se transformer, reflet intime d'une société qui avance sans renier complètement ses racines. En marchant à travers cette époque, vous sentez combien les relations humaines se tissent différemment, comment les sentiments prennent des couleurs nouvelles, plus nuancées, plus libres, mais toujours empreintes de pudeur et de respect. L'un des lieux où l'on perçoit le mieux ces changements est le cinéma. Vous entrez dans une salle obscure où flotte une odeur de velours, de poussière et de caramel chaud. Les fauteuils rouges vous accueillent, légèrement usés mais confortables. Dans le silence qui précède la projection, les couples se rapprochent doucement. Les mains se frôlent, les épaules s'effleurent. Puis, lorsque l'écran s'illumine, des histoires d'amour venues du monde entier défilent. Passion fougueuse, romance impossible, baiser timide. Ces images, projetées dans l'obscurité, influencent les rêves et nourrissent les attentes sentimentales de toute une génération. Les jeunes découvrent ainsi un amour plus romanesque, plus personnel. Ils s'autorisent à désirer des unions fondées sur l'affection, l'harmonie, la joie partagée, non plus seulement sur les convenances familiales. Dans les cafés, on discute des derniers films, des acteurs qui font vibrer les cœurs. On compare les histoires à celles que l'on vit soi-même, parfois avec une innocence touchante. Dans les bals populaires, la transformation est encore plus visible. Vous entrez dans une salle des fêtes parée de guirlandes lumineuses, où flotte un parfum de vin rouge, de bois ciré et de vêtements fraîchement repassés. Le parquet craque sous les pas des danseurs. Un orchestre local joue des airs entraînants. Accordéon, violon, puis, de plus en plus souvent, guitare électrique et batterie. Les couples se forment, se séparent, se retrouvent au fil des musiques. Une main se pose dans une autre, un regard s'accroche timidement. Une danse lente scelle parfois des débuts d'histoire. Le bal devient un théâtre doux, où se jouent les premières émotions. Dans le foyer, les couples affrontent toutefois les réalités quotidiennes. Dans les pavillons neufs, vous sentez l'odeur du café du matin, le pain qui grille, les premiers pas précipités des enfants. Les gestes d'amour se glissent dans cette routine. Un manteau ajusté sur les épaules de l'autre, un sourire échangé avant de partir travailler, une main posée doucement sur l'avant-bras lors du repas du soir. L'intimité ne se vit plus seulement dans le secret, mais dans la présence du quotidien. La place des femmes change progressivement, mais profondément. Si beaucoup restent au foyer, de plus en plus entrent sur le marché du travail, deviennent secrétaires, infirmières, institutrices, employées de bureau. Cette évolution transforme les dynamiques du couple. Vous voyez une femme rentrer du travail, accrocher son manteau, déposer son sac avec un soupir franc. Son mari remarque sa fatigue, lui sert un café, discute avec elle de sa journée. Ces échanges, encore rares quelques décennies plus tôt, deviennent plus fréquents. La parole circule davantage, les émotions se partagent, les rôles commencent à s'équilibrer, même doucement. Cette évolution touche parfois les relations amoureuses elles-mêmes. Les jeunes femmes s'autorisent à refuser un mariage imposé, à exprimer leurs désirs, à chercher un partenaire qui les comprenne réellement. Les jeunes hommes, eux, découvrent une nouvelle attente, celle d'un couple où la tendresse et le dialogue comptent autant
que la stabilité économique. Les naissances, moments précieux, renforcent aussi ces liens. Vous entrez dans une chambre de maternité. La lumière y est douce, filtrée par des rideaux pâles. L'odeur du lait chaud et du linge propre enveloppe l'espace. Une jeune mère tient son bébé contre elle, émue, fatiguée, rayonnante. Le père, maladroit mais attendri, effleure du doigt la joue encore rose de l'enfant. Dans ces instants, l'amour prend une dimension nouvelle, profonde, presque sacrée, celle de la transmission, de la continuité, du futur qui commence à respirer. Le couple doit alors affronter de nouveaux défis. Nuits écourtées, responsabilités accrues, équilibre fragile entre travail et famille. Mais dans la maison, vous entendez aussi des rires d'enfants, des pas légers, des chansons inventées. Les couples apprennent à se soutenir, à se relayer, à inventer ensemble un quotidien tendre malgré la fatigue. Dans certaines familles, pourtant, les tensions existent. Les attentes traditionnelles pèsent encore sur les femmes. Certaines rêvent d'études, de voyages, de liberté, mais se heurtent aux normes sociales. Les hommes, eux, éprouvent parfois la pression du rôle de chef de famille, qui doit tout assurer, tout protéger. Ces tensions, encore silencieuses, coulent sous la surface brillante des 30 glorieuses. Mais déjà, vous sentez une évolution, un frémissement vers plus d'égalité, plus de dialogue, plus de respect mutuel. La publicité, omniprésente dans les journaux, influence aussi les relations. Vous voyez des affiches vantant la modernité d'un aspirateur, la douceur d'un savon, le confort d'un nouveau modèle de voiture familiale. Ces images, souvent centrées sur le bonheur domestique, montrent des couples souriants, des familles parfaites. Elles façonnent les attentes, parfois avec douceur, parfois avec excès. Le rêve d'un foyer heureux devient une norme à atteindre, un idéal que chacun tente de reproduire, même si la réalité demeure plus nuancée. Pourtant, malgré ses influences et ses évolutions, l'amour conserve une dimension profondément humaine. Le soir, lorsque vous marchez dans un quartier résidentiel, les maisons s'illuminent une à une. À travers une fenêtre, vous apercevez un couple qui prépare le dîner ensemble. Dans une autre, des parents bordent un enfant. Dans une troisième, deux jeunes se tiennent la main en parlant à voix basse. L'intimité se vit derrière ces fenêtres éclairées, dans la chaleur d'un foyer où l'on cherche simplement à être bien ensemble. Les ruptures, elles aussi, existent. Vous entendez parfois des disputes étouffées, des tensions qui montent, des couples qui se séparent. Le divorce reste rare, mais commence à se faire une place dans la société. Les regards se font parfois lourds, les jugements discrets, mais tenaces. Pourtant, les mentalités évoluent. On commence à comprendre que l'amour peut changer, que la liberté des individus a sa place, même dans une époque attachée à l'unité familiale. Dans cette France en mouvement, l'amour devient un dialogue permanent entre tradition et modernité. Les couples apprennent à naviguer entre les attentes anciennes et les désirs nouveaux, entre les devoirs familiaux et la recherche de bonheur personnel. Ils avancent, souvent avec douceur, parfois avec difficulté, mais toujours avec cette conviction intime que l'amour, qu'il soit discret ou passionné, demeure l'un des piliers de la vie humaine. Et en observant ces scènes, en respirant ces odeurs familières, en écoutant ces voix basses qui se confient, vous comprenez que les 30 glorieuses ne sont pas seulement un âge d'or économique. Elles sont aussi un âge où l'amour se redéfinit, s'affirme, se cherche, se rêve. Un âge où la tendresse s'invente dans les gestes quotidiens et où chaque couple, à sa manière, participe à façonner l'avenir. Lorsque vous ouvrez la porte d'un cabinet médical des 30 glorieuses, une odeur immédiatement reconnaissable vous enveloppe, celle du désinfectant, du papier stérile, du bois ciré. Sur les murs, des affiches montrent des silhouettes anatomiques, des schémas simples du cœur, des poumons, des muscles. Le docteur, souvent un homme âgé à la voix grave, porte une blouse blanche un peu usée et des lunettes qu'il remet en place du bout du doigt. Tout ici respire la confiance, la tradition, mais aussi la prudence, car la médecine de cette époque, bien qu'en progrès constant, évolue dans un monde où certaines maladies restent redoutées. Le médecin vous accueille dans son cabinet encombré de dossiers, d'ouvrages reliés, d'instruments rangés avec soin.
Vous entendez le froissement du papier lorsqu'il tourne une page, le clic métallique du stéthoscope qu'il pose autour de son cou. Le diagnostic repose encore, souvent, sur son expérience, son intuition, son écoute. Les technologies ne sont pas encore ce qu'elles deviendront. La radio existe, bien sûr, mais les examens plus sophistiqués ne sont qu'à leur début. Le docteur palpe, observe, écoute longuement votre respiration. Son regard est concentré, presque paternel. Dans les salles d'attente, l'ambiance est particulière. Les chaises en sky vert craquent sous le poids des patients. L'odeur des manteaux mouillés flotte en hiver, tandis qu'en été, la chaleur rend l'air un peu poisseux. Vous entendez des toux discrètes, des reniflements, parfois le murmure d'une mère qui tente d'apaiser un enfant nerveux. On lit des magazines déjà un peu froissés, on échange quelques mots avec le voisin, on observe par la fenêtre les passants qui filent vers leur travail. Les maladies infantiles sont fréquentes, parfois graves. La rougeole, la coqueluche, la varicelle inquiètent encore les parents. Vous voyez une mère, assise au bord du lit de son enfant, poser une main fraîche sur un front brûlant de fièvre. L'odeur de tisane à la camomille se mélange à celle du linge propre. La radio reste allumée en fond, remplissant la chambre d'une présence rassurante. On entend les gouttes d'un verre d'eau qu'on pose sur une table de nuit, le léger crépitement du bois dans le poêle. À cette époque, veiller un enfant malade est un rituel tendre et inquiet, un moment suspendu où l'on murmure des histoires, où l'on espère que la fièvre tombera avant l'aube. Les hôpitaux, quant à eux, sont des lieux où se mêlent la rigueur médicale et une forme de rudesse. En entrant dans un couloir d'hôpital, vous remarquez d'abord la lumière blanche, presque trop vive. Les odeurs de chlore et d'éther s'imposent. Des infirmières en blouse immaculée passent rapidement, le pas précis, les bras chargés de dossiers. Vous entendez les roues d'un chariot qui résonnent sur le carrelage, les appels lointains d'un patient, le murmure des paiements ou des conseils dans une chambre voisine. Les chambres d'hôpital sont souvent partagées. 2, 3, parfois 4 patients dorment ou reposent dans un même espace. Les draps sont rêches, les oreillers un peu plats. Une fenêtre laisse entrer une lumière pâle, filtrée par un rideau en coton. Vous sentez le parfum du savon hospitalier, le froid du métal des barreaux de lit. Les conversations sont brèves, souvent tenues à voix basse. Les visiteurs apportent des bouquets modestes, des fruits, des sourires pour soutenir le moral. Les grandes peurs sanitaires persistent malgré les progrès. La polio, en particulier, inquiète profondément. Vous imaginez un enfant à qui l'on apprend la nouvelle. Une jambe affaiblie, un appareil à porter, une longue rééducation. L'inquiétude dans les yeux des parents est palpable. Les campagnes de vaccination commencent à se déployer, apportant une lueur d'espoir immense. Les écoles accueillent la rencontre des infirmières qui vaccinent les enfants en rang serré. Et les pleurs se mêlent à des rires timides lorsqu'on distribue ensuite un bonbon pour les consoler. Dans certaines maisons, la peur de la tuberculose est encore présente. On connaît tous quelqu'un qui a été touché. Vous voyez une pièce que l'on aérait chaque matin, les draps bouillis, les serviettes changées quotidiennement. L'air frais, chargé de l'odeur du linge humide, circule pour chasser les germes. Les sanatoriums, situés dans les montagnes ou les campagnes, accueillent les malades qui doivent respirer l'air pur et se reposer longuement. On y entend le chant du vent dans les arbres, le murmure apaisant d'un infirmier qui encourage un patient, la respiration lente de ceux qui espèrent guérir. Les accidents du travail, très fréquents dans cette période d'intense activité industrielle, alimentent eux aussi les peurs. Vous entrez dans une usine où l'odeur de métal chauffé et de graisse mécanique est omniprésente. Les machines rugissent, les chaînes vibrent, les étincelles volent, parfois lors d'un soudage. Un geste maladroit peut avoir des conséquences dramatiques. Les ouvriers savent le danger, le sentent dans chaque vibration, dans chaque bruit sec. Les discussions à la pause incluent souvent un récit, un collègue blessé, une main coincée, une chute sur un sol glissant. La sécurité progresse, bien sûr, mais la peur demeure tapie sous la routine. La médecine de l'époque avance à pas mesurés, mais sûrs. Les antibiotiques révolutionnent les traitements. Vous voyez un médecin ouvrir une petite boîte métallique où repose une ampoule de pénicilline. Son geste est précis, presque solennel. Une injection peut désormais sauver une vie que l'on croyait perdue quelques années plus tôt. Les familles s'émerveillent de ces progrès,
ressentant une gratitude immense pour ces miracles modernes. Les pharmacies, avec leurs comptoirs en bois verni et leurs odeurs de plantes séchées, incarnent cette transition entre tradition et progrès. Vous écoutez l'échange entre un pharmacien et une mère. On parle de sirop, de bandages, de vitamines, de ces nouveaux médicaments que l'on apprend encore à utiliser. Les étagères se couvrent de boîtes colorées, promesses de soulagement. Les pots anciens, ornés de motifs bleus, côtoient bientôt des flacons modernes étiquetés avec soin. Pourtant, malgré les innovations, la peur de la maladie reste intime, presque ancestrale. Vous sentez cette angoisse lorsque quelqu'un tousse un peu trop, lorsqu'une fièvre persiste, lorsqu'une douleur inconnue apparaît. Les familles, même rassurées par les progrès, savent que la santé demeure fragile. Vous entendez les chuchotements dans une cuisine. « J'espère que ce n'est rien. On verra demain le docteur. Il faut se reposer. » Et dans ces moments de doute, vous percevez une force discrète mais immense, la solidarité. Les voisins apportent un plat chaud, aident à garder les enfants, prêtent un thermomètre ou un remède. La maladie, dans les 30 glorieuses, réunit parfois plus qu'elle ne divise. Elle rappelle la valeur de la présence humaine, du soutien, de la compassion. Ainsi, dans cette France en pleine guérison, la médecine progresse, les peurs s'apaisent, les familles apprennent à faire confiance au futur. Mais la fragilité humaine, elle, demeure au cœur de chaque vie. Et c'est précisément cette fragilité qui rend chaque guérison, chaque geste médical, chaque souffle retrouvé aussi précieux. À mesure que vous poursuivez votre voyage au cœur des 30 glorieuses, vous découvrez combien la santé, la maladie et la médecine façonnent la vie quotidienne de millions de familles. Cette époque d'essor et de prospérité est aussi un moment charnière où la France guérit, se soigne, se modernise, mais reste parfois fragile. Vous avancez doucement dans ce paysage humain où se mêlent progrès scientifique, inquiétude discrète et espoir timide. Dans la maison familiale, la maladie reste un événement autour duquel la vie s'organise. Lorsqu'un enfant tombe malade, tout le foyer ralentit. Vous pénétrez dans une chambre plongée dans une semi-obscurité. La lumière tamisée passe à travers un rideau, dessinant des ombres douces sur les murs. L'air est imprégné du parfum d'un sirop sucré, mélangé à l'odeur du linge propre. Une bassine remplie d'eau tiède repose près du lit. Un thermomètre en verre posé sur la table de nuit. L'enfant, les joues rosies par la fièvre, écoute la voix rassurante de sa mère qui murmure une histoire pour apaiser son souffle court. Les médecins, souvent très sollicités, effectuent encore de nombreuses visites à domicile. Lorsque vous les accompagnez, vous sentez l'air froid de la rue s'effacer d'un coup en franchissant le seuil d'une maison chauffée par un poêle ronronnant. Le médecin retire son manteau, ouvre sa mallette de cuir usée par les années. À l'intérieur, vous apercevez un stéthoscope, des ampoules de médicaments, un brassard pour mesurer la tension, quelques instruments semblant venir d'un autre temps. Son diagnostic, souvent posé avec douceur, fait naître autant de soulagement que d'appréhension. Dans les campagnes, ces visites sont encore plus précieuses. Les distances sont longues, les routes parfois difficiles, surtout en hiver. Vous marchez derrière le médecin dans un chemin boueux, le vent frais fouettant votre visage. Lorsqu'il arrive dans une ferme isolée, les habitants lui ouvrent la porte avec une gratitude palpable. Leur respect est immense, car la médecine demeure, pour eux, une forme de rempart contre l'inconnu. Les maladies respiratoires, les infections, les accidents agricoles exigent son savoir et sa présence. Dans les villes, les hôpitaux continuent de s'agrandir et de se moderniser. Vous entrez dans un bâtiment récent, au couloir éclairé par des néons vibrants. Le bruit des pas rapides sur le carrelage résonne, se mêlant au claquement lointain d'une porte, au tintement d'un chariot de soins. Les infirmières, en tenue impeccable, se déplacent avec assurance. L'odeur de désinfectant est forte, mais elle rassure aussi. Elle symbolise la lutte permanente contre les infections, encore redoutée malgré les progrès médicaux. Les salles de soins sont simples, fonctionnelles. Vous observez un enfant recevoir un pansement. Il grimace un instant, puis son regard se détend lorsqu'une infirmière lui sourit et lui murmure quelques mots doux. Ces gestes, répétés 1000 fois, portent une humanité infinie.
Les infirmières sont les véritables piliers des hôpitaux. Leur présence constante, leur voix douce, leur manière de réconforter donnent au lieu une chaleur inattendue. Les salles d'opération, en revanche, impressionnent par leur austérité. Vous y entrez avec prudence. Le métal des instruments brille sous la lumière blanche. L'air est froid, stérile, presque tranchant. La chirurgie de l'époque, bien que moins sophistiquée qu'aujourd'hui, progresse rapidement. Les anesthésies générales deviennent plus sûres. Les techniques se perfectionnent. Vous entendez le bruit régulier du respirateur, le murmure des médecins derrière leur masque, les outils que l'on pose avec précision sur un plateau d'acier. Les campagnes de santé publique se multiplient. Dans les écoles, les infirmières scolaires vaccinent les enfants contre la polio, la diphtérie, le tétanos. Les enfants, alignés dans le couloir, oscillent entre la curiosité et l'appréhension. L'aiguille pique rapidement, le pleur est bref, mais un sourire revient souvent lorsque l'infirmière distribue un bonbon ou un autocollant. Ces campagnes médicales changent profondément la société, protégeant les futures générations de maladies qui, quelques années plus tôt, frappaient durement. Pourtant, certaines peurs sanitaires persistent. La tuberculose, bien que moins répandue qu'avant, reste redoutée. Vous visitez un sanatorium situé au cœur d'une montagne paisible. L'air y est pur, presque froid même en été. Les malades se reposent sur des chaises longues, enveloppées dans des couvertures épaisses. Ils respirent lentement, observant la forêt ou la vallée en contrebas. Le silence est seulement troublé par le chant des oiseaux ou le murmure d'un soignant qui encourage un patient. Dans ces lieux isolés, le temps semble suspendu, comme si la nature elle-même veillait sur la guérison. Les accidents du quotidien rappellent également combien la vie peut basculer soudainement. Dans les usines, les machines puissantes présentent un danger constant. Une main mal placée, une pièce qui se détache, un sol glissant. Les ouvriers connaissent ces risques intimement. Dans les ateliers, vous entendez parfois un cri, puis le bruit précipité des pas. Un collègue a été blessé. On l'aide à s'asseoir, on tente de calmer son souffle, on court chercher un médecin. Ces moments révèlent la solidarité profonde des travailleurs, soudés face au danger. Dans les maisons, les nouveaux appareils électroménagers, symboles du progrès, peuvent eux aussi provoquer des accidents. Une main brûlée par l'eau trop chaude d'un chauffe-eau mal réglé. Une coupure en manipulant un robot de cuisine naissant. Une chute sur un carreau fraîchement lavé. Le modernisme apporte du confort, mais aussi des risques inédits auxquels les familles doivent s'habituer. Les pharmacies, pour leur part, deviennent des lieux de confiance essentiels. Vous entrez dans l'une d'elles, où l'odeur mêlée de plantes séchées, d'alcool et de poudre médicamenteuse flotte doucement. Les comptoirs en bois, polis par des générations de clients, brillent sous l'éclairage doux. Le pharmacien écoute attentivement les symptômes, propose un sirop, une pommade, des pastilles adoucissantes. Les parents viennent y chercher des conseils, des remèdes pour la toux, des compresses, des vitamines. Dans ces échanges simples se cache une forme de réconfort profond. Et malgré tous ces progrès, la mort reste une compagne discrète, parfois brusque. Vous assistez à une veillée. La pièce est silencieuse. Une odeur de cire brûlée se mêle à celle du bois ancien. Les voisins s'assoient autour de la famille, quelques mots chuchotés, des mains posées sur des épaules. La tristesse est présente, mais enveloppée d'une dignité profonde. Les rites funéraires, empreints de tradition, permettent aux familles d'affronter l'inévitable avec douceur. Dans cette France qui avance, qui guérit, qui s'équipe, les peurs sanitaires et les maladies ne disparaissent pas totalement, mais elles deviennent moins menaçantes. La médecine s'améliore, les traitements se multiplient, la prévention devient un mot nouveau mais puissant. Et vous, en observant ces gestes de soin, ces murmures d'encouragement, ces progrès constants, vous sentez une transformation immense. L'humanité prend soin d'elle-même avec une tendresse renouvelée. Lorsque vous fermez doucement les yeux et que vous laissez votre esprit glisser dans la France des 30 glorieuses, vous sentez immédiatement une atmosphère nouvelle, presque vibrante. Celle d'un pays qui, après tant d'épreuves, réapprend à vivre, à rire, à se détendre. C'est ici que naît véritablement la notion moderne de temps libre.
Ce moment préservé, non pour survivre, mais pour se réjouir, pour s'évader, pour aimer la vie. Le samedi après-midi, dans les rues bordées de vitrines lumineuses, l'air s'emplit d'un murmure joyeux. Les familles sortent, bras dessus bras dessous, flânant devant les magasins. Les enfants pressent leurs visages contre les vitrines des magasins de jouets, émerveillés par les trains miniatures, les poupées articulées, les jeux de société aux couleurs éclatantes. L'odeur du sucre flotte dans l'air, portée par les confiseries qui exposent leurs berlingots, leurs caramels, leurs sucettes enveloppées dans un papier brillant. Dans les cafés, les terrasses se remplissent. Vous entendez le tintement sec des tasses que l'on pose sur les petites tables rondes, le bruit du lait qu'on verse dans un verre, les discussions joyeuses qui forment un tissu sonore enveloppant. Les couples se retrouvent, après une semaine de travail, savourant un moment de détente simple. Les adolescents, eux, riment plus fort, parlent de musique nouvelle, de films, de leurs premiers amours. Le cinéma devient un lieu central du loisir moderne. Vous poussez la porte d'une salle obscure où le parfum du pop-corn, encore rare mais déjà reconnaissable, flotte entraîné, légère. Les fauteuils rouges grincent légèrement lorsque les spectateurs s'installent. Les lumières s'éteignent doucement, laissant place au silence vibrant d'attente. Puis, l'écran s'illumine. Aventure, romance, comédie légère se succèdent, offrant aux spectateurs un voyage hors du quotidien. Pour beaucoup, le cinéma est bien plus qu'un divertissement. Il est une fenêtre ouverte sur des mondes inconnus, un souffle d'imaginaire dans une époque où la vie s'allège enfin. Dans les salons des foyers modernes, la télévision devient peu à peu un centre de gravité familiale. Le soir venu, on tire les rideaux, on ajuste l'antenne avec une patience rituelle, et l'écran vacille avant de révéler ses images. Vous entendez le bourdonnement caractéristique de l'appareil, la voix du présentateur, parfois trop forte, parfois un peu sourde. Les émissions de variété, les journaux télévisés, les feuilletons captivent petits et grands. Les familles se rassemblent, les enfants s'assoient en tailleur sur le tapis, les parents sur le canapé encore neuf. Ce moment devient une cérémonie quotidienne, un instant partagé, tranquille, où l'on rit ensemble, où l'on s'émeut ensemble. Au-delà de ces loisirs domestiques, le plein air occupe une place immense. Vous avancez dans un parc où le parfum de l'herbe fraîchement coupée flotte dans l'air du matin. Des enfants courent après un ballon. Leurs rires éclatent comme des bulles de lumière. Des groupes d'amis s'allongent sur des couvertures, discutent, jouent aux cartes ou écoutent le transistor posé à côté d'eux. Cette petite radio portable qui diffuse de la musique partout, même au bord des rivières ou sur les plages naissantes. Les bicyclettes deviennent des compagnons fidèles. Vous entendez les cliquetis de la chaîne, les pneus qui roulent sur le bitume neuf, les souffles courts de ceux qui montaient d'une côte. Les familles partent en balade, longeant les champs, suivant les routes bordées de platanes. Le vent frais caresse les visages, le soleil chauffe doucement le dos, et l'on s'arrête parfois près d'un pont pour partager un goûter composé de pain, de chocolat et de fruits. Dans ces moments simples, vous ressentez une joie libre, presque enfantine. Puis viennent les vacances. Véritable révolution sociale des 30 glorieuses. Le temps des congés payés n'est plus un rêve inaccessible. Il devient un rite annuel, une source d'attente et de préparation. Vous voyez des familles charger leurs voitures, une Renault 4CV, une Dauphine, plus tard une 2CV ou une 404, remplies jusqu'au toit de valises, de paniers de pique-nique, d'outils, de jouets, de couvertures. L'odeur du cuir des sièges se mélange à celle des sandwichs préparés à la hâte et glissés dans un sac en toile. La route des vacances est une aventure en soi. Vous entendez le moteur vrombir, les cartes routières se déplier sur les genoux du passager, les enfants chanter à l'arrière. Parfois, la voiture chauffe. On s'arrête sur le bas-côté. Le père ouvre le capot. Un nuage de vapeur s'élève, mélange d'eau et de métal brûlant. Tout le monde descend, s'évente, rit de l'incident. La route reprend ensuite, sous le soleil de juillet ou d'août, accompagné du parfum entêtant du goudron chaud. Et puis, enfin, la mer. Lorsque vous approchez du littoral, l'air change, plus salé, plus vivant, plus vibrant. Le vent apporte avec lui l'odeur des algues, des embruns, du sable chauffé par le soleil.
Vous voyez les familles poser leurs serviettes sur la plage, les enfants courir vers l'eau en criant de joie, les parents étendre leurs bras pour se détendre, savourant la chaleur du soleil. Les pique-niques s'étalent, tomates juteuses, œufs durs, tartines beurrées, fruits d'été. La mer devient le symbole même du repos, de la liberté retrouvée. Dans les montagnes aussi, les vacances prennent une autre dimension. Vous respirez l'odeur des pins, du bois humide, des fleurs sauvages. Les familles marchent sur des sentiers bordés de myrtilles, s'arrêtent pour admirer la vue, gravissent des pentes douces. La nature, vaste et majestueuse, offre un refuge contre le tumulte des villes. Les fêtes de village, elles, continuent de rythmer l'année. Vous voyez des guirlandes de papier coloré flotter au vent, des stands de jeux alignés, des odeurs de barbe à papa et de saucisses grillées remplir l'air. Les bals du samedi soir attirent potes jeunes et anciens. L'accordéon lance les premières notes, les couples se forment sur la piste, la musique résonne jusque tard dans la nuit. Dans ces soirées, la communauté entière se retrouve, partage, rit, danse, se souvient. Ainsi naît, au cœur des 30 Glorieuses, une joie moderne, celle de disposer de moments pour soi, pour sa famille, pour ses rêves. C'est une joie simple, mais profonde, nourrie par le confort croissant et les possibilités nouvelles. Une joie qui se tisse dans les rires d'enfants, dans les routes de vacances, dans les bals populaires, dans les écrans lumineux des téléviseurs. Et vous, en marchant dans cette époque lumineuse, vous sentez combien ces instants construisent une mémoire collective. Une France qui découvre le plaisir de vivre, doucement, pleinement, ensemble. En continuant votre promenade dans les 30 Glorieuses, vous sentez la douceur insistante d'une époque qui apprend à respirer autrement. Là où, quelques décennies plus tôt, les jours n'étaient moins que labeur, fatigue et économie rigoureuse, les familles découvrent désormais l'idée d'un plaisir qui ne s'excuse pas. Celui du loisir, de la fête, du simple bonheur d'être ensemble. Une lente révolution se joue dans les cœurs, dans les foyers, dans les manières de remplir les soirées et les dimanches. Lorsque vous entrez dans une maison un dimanche matin, vous entendez d'abord la radio qui joue une chanson entraînante. Le parfum du café chaud se mêle à celui du beurre fondu sur les tartines. Les enfants s'habillent, lentement, tout excités à l'idée d'une sortie familiale. Le dimanche devient un jour différent, presque sacré, consacré non plus seulement à la messe et au repos, mais à la découverte, aux promenades, aux visites. Vous voyez une famille enfiler des manteaux, préparer un panier de déjeuner, vérifier les pneus du vélo. Le vent léger qui traverse la porte entr'ouverte apporte une odeur de terre fraîche, de bitume chauffé, de fleurs au début du printemps. Dans les villes, les parcs publics deviennent des lieux essentiels de sociabilité. Vous marchez sur les allées de gravier fins, où les pas produisent un crissement régulier, presque apaisant. Les bancs forfaits se remplissent de personnes âgées qui regardent les enfants jouer. Les parents discutent entre eux, surveillant à distance prudente les plus petits. Les adolescents s'installent dans l'herbe, écoutant de la musique sur un transistor qui grésille un peu. Le rire d'un groupe, le cri d'un enfant, le bruissement des feuilles agitées par le vent composent et proposent une ambiance harmonieuse. Dans les quartiers populaires, les loisirs s'inventent chaque jour. Vous apercevez une partie de pétanque improvisée au pied d'un immeuble. Les joueurs se penchent en avant, évaluent la distance, lancent la boule avec un geste précis. Le choc métallique des boules résonne entre les façades. L'odeur de tabac brun flotte autour du cercle de joueurs, mélangée au parfum du café que certains ont apporté dans de petits thermos en aluminium. Dans les foyers plus aisés, de nouveaux objets apparaissent, des tourne-disques, des appareils photo, des postes de télévision plus grands. Le soir, après le dîner, les familles se retrouvent dans le salon. Vous entendez le son du micro-sillon, avec son léger craquement avant que la musique ne commence vraiment. Les enfants montrent leurs photos prises pendant les vacances. Les parents se remémorent des anecdotes, parfois avec un rire discret. Ces moments créent une intimité nouvelle, nourrie par la technologie mais profondément humaine. La télévision transforme particulièrement les soirées. Vous entrez dans un salon où l'écran projette une lumière bleutée sur les murs. Les rideaux sont tirés, le canapé tiré un peu plus près de l'appareil. Une famille entière suit un jeu télévisé, rit des maladresses d'un candidat, retient son souffle avant une réponse finale.
La télévision devient un rituel quotidien qui réunit, qui commente, qui amuse. Les émissions du samedi soir sont particulièrement attendues. Variété, stars montantes, sketchs légers. On oublie alors les soucis de la semaine, on se laisse porter par la légèreté du spectacle. Les fêtes familiales rythment également les saisons. Les anniversaires, longtemps modestes, prennent une ampleur nouvelle. Vous voyez une longue table recouverte d'une nappe fleurie, des assiettes en porcelaine, un gros gâteau décoré de bougies colorées. Les enfants se pressent autour, se disputent un bonbon, rient en voyant la flamme vaciller. Les adultes discutent d'un ton calme, boivent un verre de vin, partagent des souvenirs. L'air est rempli d'un parfum de brioche, de chocolat, de cire fondue. Les fêtes de fin d'année, elles, prennent une dimension presque enchantée. Vous entrez dans un salon parfumé à la résine. Le sapin, décoré de guirlandes dorées et de petites boules en verre, brille d'une lumière douce. Les cadeaux, emballés dans du papier coloré, sont soigneusement disposés à son pied. L'odeur des biscuits à la cannelle flotte dans l'air, et les enfants, excités, observent les décorations comme si elles étaient magiques. Le repas de Noël, riche et généreux, devient un moment rare où l'on prend son temps, où l'on savoure chaque bouchée avec gratitude. Les bals, quant à eux, demeurent pour des rendez-vous essentiels de la vie communautaire. Vous entendez l'accordéon lancer un air entraînant. Les couples s'élancent sur la piste, leurs pas glissant sur le parquet ciré. Les robes tournent, les chaussures glissent, les rires éclatent. L'air est chargé d'une odeur de parfum, de sueur douce, de vin rouge. Plus tard, la musique devient plus lente. Les couples se rapprochent. La salle, éclairée par quelques ampoules suspendues, semble vibrer légèrement. Ces instants marquent les mémoires, nouant des amitiés, des histoires d'amour, des souvenirs indélébiles. Les vacances, elles aussi, portent leur propre rituel. Vous marchez sur une plage où le sable chaud glisse entre vos doigts. Les parasols rayés se déploient, les serviettes s'étalent, les cris de joie fusent lorsque les vagues viennent éclabousser les pieds. L'odeur de crème solaire, de sel, d'algues sèches parfume l'air. Les pique-niques se composent de tomates, de pain croustillant, de tranches de melon et de boissons fraîches. Les familles s'allongent, observent le ciel, la mer, les goélands qui tournent au-dessus. Dans les campagnes, les vacances prennent une saveur différente. Vous entendez le bourdonnement des insectes, le chant profond d'une rivière, le craquement des branches sous les pas. Les familles pêchent, se baignent dans les lacs, se promènent en forêt. Le soir, on prépare un feu de camp. Les flammes dansent, projetant des ombres sur les visages. On raconte des histoires, on chante, on respire l'odeur mêlée de fumée et de pain chauffé. Le sport gagne également du terrain. Vous voyez des groupes courir sur les routes de campagne, des hommes jouer au football dans les stades municipaux, des enfants pratiquer la gymnastique dans des clubs nouvellement créés. Les corps se délient, se renforcent. Le sport devient un loisir, un moyen de se sentir vivant, un moment partagé. Mais peut-être ce qui caractérise le plus les loisirs des 30 glorieuses, c'est la simplicité des joies. Vous voyez des familles réunies autour d'un jeu de société, d'un puzzle, d'un jeu de cartes. Les éclats de rire, les protestations joyeuses, les commentaires de chacun emplissent à la pièce. Le chauffage ronronne, la lumière est chaude et le sentiment de sécurité, de confort, de présence mutuelle envahit les lieux. Dans ces moments, vous comprenez que les 30 glorieuses ne sont pas seulement un âge de prospérité matérielle. Elles sont un âge où la France apprend à aimer ses soirées, ses dimanches, ses étés. Un âge où la fête n'est plus un luxe mais un droit, où le loisir devient un besoin essentiel, presque vital. Un âge où la joie s'installe dans les maisons, les plages, les parcs, les salles des fêtes. Et vous, en contemplant ces scènes vibrant d'humanité, vous sentez combien cette époque a semé les graines d'un bonheur durable. Ce bonheur, simple et lumineux, a permis à tout un pays de se souvenir qu'il est bon, profondément bon, de vivre ensemble. À présent, lentement, vous laissez s'éloigner les images des 30 glorieuses. Vous sentez encore, comme un parfum doux au fond de la mémoire, les odeurs d'asphalte neuf, de linge chaud, de pain croustillant, de savon de ménage. Vous entendez encore le rire des enfants courant dans les lotissements,
le ronronnement des premières voitures familiales, le souffle rassurant du téléviseur qui rassemble toute une maisonnée. Vous avez marché au cœur d'une France qui se reconstruisait, qui rêvait, qui avançait d'un pas confiant vers un avenir qu'elle croyait radieux. Vous avez vu les familles s'installer dans leurs pavillons neufs, bâtir leur foyer autour de cuisines modernes, de repas simples et chaleureux. Vous avez observé les villes s'élever, vibrer, s'étendre, tandis que les campagnes, silencieuses et dignes, tentaient de préserver leur âme tout en accueillant la modernité. Vous avez approché les peurs, les maladies, les gestes de soins, ces moments fragiles où la solidarité devient essentielle. Vous avez suivi les couples qui apprenaient à aimer autrement, plus librement, dans un monde où les rôles, les attentes et les rêves changeaient doucement. Et vous avez goûté aux joies nouvelles. Les vacances, les fêtes, les loisirs, ces parenthèses lumineuses où la France redécouvrait la saveur du temps libre. Maintenant, vous revenez doucement au présent. Respirez lentement. Laissez ces scènes se dissoudre peu à peu, comme un paysage qu'on regarde par la fenêtre d'un train qui s'éloigne. Gardez-en seulement la chaleur, la douceur, la lenteur apaisante. Vous avez, l'espace d'un instant, vécu dans les pas de ceux qui ont connu cette période d'abondance et de transformation. Une période charnière où la vie quotidienne se réinventait sous vos yeux. Et vous, auriez-vous aimé vivre dans ce monde en plein élan ? Auriez-vous trouvé votre place entre les grands ensembles naissants, les routes de vacances brûlantes, les bals du samedi soir, les repas familiaux au parfum d'espoir ? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais vous en portez maintenant une trace, comme un souffle ancien et tendre qui vous accompagne. Merci d'avoir voyagé avec Histoire Cocasse. Si ce récit vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne et peut-être à laisser un petit commentaire avant de fermer les yeux. Laissez le calme vous gagner et glissez doucement vers le sommeil.